Alors, c'est le jour fatidique. Dans quelques minutes, quand vous entendrez cette interview qui a été enregistrée quelques jours à l'avance, Donald Trump sera devenu donc le nouveau président, l'ex-nouveau président des États-Unis. On en parle avec Thomas Negarov. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit avec votre collègue Romain Hurst. C'est Hurst ou Hurst? Urey. Urey. Ah pardon, j'ai fait une faute de frappe. États-Unis, anatomie d'une démocratie. Alors, c'est un petit livre. Oui, c'est un petit livre. 30 questions pour tout comprendre. C'est l'énorme avantage, c'est qu'on repart à la fondation des États-Unis. On revient jusqu'à aujourd'hui en 6 chapitres. Oui. Et on passe en revue des étapes qui sont véritablement importantes dans l'histoire de ce pays, qui est construit sur des bases étranges pour nous. Pour nous Européens ? Oui, pour nous Européens. Ouais. Oui, étrange, c'est le mot que vous employez, mais en tout cas, oui. En tout cas, pas les mêmes bases que nous. C'est un pays... d'abord, c'est un pays qui s'est construit contre une forme de colonisation, quoi. C'est comme si c'était un pays décolonisé. Oui, d'ailleurs, il y a une carte qui donne les frontières des États-Unis par année, et on voit la frontière qui recule vers l'ouest. Oui, c'est un pays qui s'est construit progressivement autour de valeurs de virilité, les pionniers, les pères fondateurs, et surtout... De liberté de religion aussi, la religion est quelque chose de très important aux États-Unis. Ouais, et la liberté. Vous avez dit le mot clé, et je pense que le discours de Trump va tourner autour de la liberté. Elon Musk, c'est le parangon de la liberté totale. Donc, c'est le libertarien par excellence. Et d'ailleurs, si on regarde le livre, et c'est intéressant parce que chaque chapitre, en fait, a un titre et une date. Oui. Et en fait, on se rend compte que chaque date qu'on a choisie raconte quelque chose de Trump. Ce qui permet quand même de dire que Trump n'est pas qu'un accident de l'histoire, mais qu'il est aussi un produit d'une histoire américaine. On a par exemple 1941, l'isolationnisme et la tentation fasciste. On a avec Lindbergh. On a la tentation. On voit comme nous Européens comme le héros qui a traversé l'Atlantique tout seul dans son petit avion, ce qui est vrai. Mais qui était dans les années 40 un héros du nazisme. Oui, voilà. Ouais, et on a aussi, si on revient un peu dans le temps, on a aussi la tentation impérialiste, 1898. Et quand on entend Trump évoquer le Canada, évoquer Panama, c'est des choses, il remobilise des choses qui sont très présentes dans l'imaginaire américain. Et c'est en ça qu'il n'est pas qu'une anomalie dans cette histoire américaine. Ouais. De toute façon, il faudra faire avec lui. Donc, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Le pire, c'est qu'on a quand même eu 8 ans pour se préparer depuis sa première présidence, et qu'en Europe, on a quand même... Enfin, on s'est mis un peu la tête dans le sable. C'est vrai que ce qui est fou, je reprenais les discours de 2016, on avait tous les chefs d'État... Pardon ? Tout y était déjà. Tout y était, et surtout, on avait déjà les chefs d'État et de gouvernement européens qui disaient... Il faut faire preuve de lucidité, prendre acte de l'éloignement des États-Unis, se souder, etc. Et en fait, on entend les mêmes choses aujourd'hui, 8 ans après. Comme si la parenthèse Biden, tout le monde s'était soulagé en disant c'est bon, on peut nous emmerder avec l'OTAN, on va pouvoir dépenser notre argent comme on veut. Et puis là, nouvelle piqûre de rappel, mais celle-ci, elle est plus dure encore qu'en 2016, parce que le Trump de 2024 ou 25 n'est pas le même que 2016. Il y a au début, il y a les pères fondateurs, évidemment. Donc, c'est la première constitution américaine. Vous détaillez aussi quelques amendements parmi les premiers amendements de cette constitution dont on entend souvent parler. Notamment le premier. Mais qu'on ne connaît pas. Donc, c'est l'occasion de réviser un petit peu, de comprendre un peu mieux comment ça se passe. Mais c'est intéressant. Je vous coupe parce que c'est important d'avoir la constitution en tête, parce qu'il y a deux manières de lire la constitution quand on est aux États-Unis. Soit on a une manière plus... elle est souple, et on se dit, ils ont posé des principes, mais qui doivent s'adapter à la modernité. Soit, comme Trump, une lecture rigoriste, presque au sens religieux du terme, de la Constitution, et donc la liberté d'expression doit être totale, même si on n'est plus du tout dans le même monde qu'en 1787. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, ça n'a plus rien à voir, ou le port d'armes, plus rien à voir, mais... lecture rigoriste de la Constitution. Parce que quand ils ont écrit la Constitution, quand ils ont écrit les amendements, c'était un pays qui était en train de se construire. Donc l'idée que des gens s'organisent en milice pour défendre leurs terres était quelque chose qui était acceptable. Aujourd'hui, on regarde ça d'un autre œil, mais c'est inscrit, et donc les gens jouent là-dessus. Et oui, et c'est le propre de cette Constitution qui est l'objet d'un véritable culte aux États-Unis. On prête serment sur la Constitution, ou sur la Bible, mais sur la Constitution aussi. On la connaît par cœur, elle n'a pas bougé d'un iota depuis l'origine. Il y a juste des amendements qui ont été ajoutés par exemple sur l'esclavage. Mais le cœur du texte, les 10 premiers amendements, ce qu'on appelle the Bill of Rights, ça c'est presque sacré. Et c'est les 10 commandements, quoi. C'est exactement ça, d'où l'enjeu aujourd'hui de la liberté d'expression avec Donald Trump, avec Elon Musk, avec Mark Zuckerberg. C'est des gens qui prétendent, en promouvant la liberté d'expression totale et sans entrave et sans modération, être à la hauteur des pères fondateurs. Donc eux ne s'imaginent pas du tout comme disruptifs ou comme révolutionnaires. Ils disent non, on est purement dans la règle et dans la stricte lecture de la
du premier amendement de la Constitution. C'est ce qui nous surprend nous Européens, c'est que l'apologie du nazisme chez nous c'est un délit. Enfin, c'est puni par la loi. Là-bas, c'est quelque chose qui est acceptable. De l'ordre de la liberté d'expression. Voilà. Et la liberté d'expression, ils ont un spectre extrêmement large, même si... Le mensonge fait partie de la liberté d'expression. Bien sûr, même si, attention, à ne pas non plus mythifier ça, aux États-Unis, c'est une plaisanterie. Le pays de la liberté d'expression a quand même mis dans des camps des Allemands pendant la Première Guerre mondiale et des Japonais américains pendant la Seconde Guerre mondiale qui n'avaient rien fait, juste parce qu'ils étaient Japonais ou allemands pendant la première. C'est un pays qui, après 2001, a mis en avant le Patriot Act, qui est un renoncement total et des terres de liberté, y compris de se déplacer. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que, comme toujours, la liberté d'expression, elle est ultra instrumentalisée, et elle l'est aujourd'hui par Donald Trump et par Elon Musk. Pourquoi ? Parce que la liberté d'expression, ça veut dire quoi, en fait ? Si à la fin, tout le monde peut tout dire, qui l'emporte ? Celui qui crie le plus fort. Celui qui crie le plus fort. Ouais. C'est la loi du plus fort. Et pour l'instant, on sait qui c'est. Et on sait qui c'est. Et en général, celui qui crie le plus fort, c'est celui qui est le plus riche. Et donc, on est vraiment là-dedans aujourd'hui. Il y a un truc qui m'a surpris aussi, c'est que finalement, vous nous apprenez dans le livre Thomas Negarov que les pères fondateurs, à la fois fondaient une grande démocratie, mais se méfiaient de la démocratie aussi. Oui, ils étaient d'ailleurs plus attachés à la République qu'à la démocratie. Oui. La République, c'était plus une monarchie. Ils s'étaient arrachés d'une monarchie, britannique bien sûr. Et la démocratie, ils en ont une inquiétude totale, fondamentale. D'abord, que faire des esclaves ? Je pense qu'elle ne dure pas. Bah oui, les démocraties, ils disent, en gros, une démocratie ne tient... C'est ce que dit Williams, les démocraties, elles meurent d'elles-mêmes. Elles ne tiennent jamais, parce qu'ils se disent, dans une démocratie, si la majorité se trompe, et comme la majorité est moins intelligente que une minorité, une élite, en fait, c'est des aristocrates, ces gens-là, tous. Et ils considèrent avec beaucoup d'inquiétude l'avènement de la démocratie. Mais ce qui rentre aussi, évidemment, dans leur ligne de compte, c'est les esclaves. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces esclaves ? Qu'est-ce qu'on fait de ces femmes ? Et donc, eux ne rêvent que d'une élite éclairée, ce qui est d'ailleurs exact. C'est une démocratie à l'athénienne, en fait, quelque part. Bah non, alors la démocratie athénienne, elle est large. Hein. La démocratie athénienne... Il y avait aussi les citoyens et puis les esclaves, quoi. Oui, je suis d'accord. Sauf qu'il y avait une démocratie directe, et quand on est citoyen, on était quand même bien en avant. Et les experts, sachez-le, et Paulin Ismar, grand historien, le raconte, les experts à Athènes étaient souvent pris parmi les métèques parce qu'on avait peur qu'ils utilisent leur expertise à des fins politiques. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Et d'ailleurs, on critique souvent les experts qui sont aussi au pouvoir et qui se servent de leur expertise pour gagner le pouvoir. Non. Musk, aujourd'hui. Exactement. Musk, dans la Grèce antique, aurait été un métèque, un étranger. D'ailleurs, il est étranger, il est sud-africain, mais il est devenu citoyen américain. Il y a toute une série de passages. Et effectivement, la ségrégation, c'est quelque chose... Et comment imaginer une démocratie dans laquelle des gens sont totalement exclus du système, quand bien même la ségrégation a été abolie à un moment donné, et malgré tout, dans les États du Sud, on sait que ça a perduré, que ça perdure encore. Il y a 3 étapes. Il y a d'abord l'esclavage, après il y a la guerre de sécession, la guerre civile. C'est la fin de l'esclavage, mais les États la guerre de sécession, pour schématiser, on peut dire que c'est un peu les abolitionnistes contre les esclavagistes. Oui, État du Nord contre État du Sud, le long de la ligne Madison. Au sud de la ligne Madison, c'est les États esclavagistes. Et en 1865, le Nord a gagné, mais le Sud arrive à obtenir de la Cour suprême le début de ce qu'on appelle la ségrégation raciale, à savoir, oui, noir et blanc, égaux mais séparés, ce qui est une plaisanterie. C'est l'apartheid. Sauf qu'ils sont, alors, l'apartheid, il n'y avait même pas l'idée d'égalité. Mais égaux et séparés, ça ça factice l'égalité, parce que, oui, ils vont à l'école des Noirs, mais les manuels sont toujours plus anciens, le chauffage est toujours défaillant, oui, ils ont le droit d'aller à la piscine, mais jamais autant que les autres, on a compris. Donc, en fait, derrière l'égalité et la séparation, ce qui compte, c'est la séparation et l'inégalité. Et puis, vous avez raison, quand dans les années 60, c'est la fin de la ségrégation, on va voir des tas d'éléments culturels qui maintiennent des formes de ségrégation, y compris d'accès au vote. Dans le Sud encore, c'est beaucoup plus difficile d'aller voter quand on est dans un quartier noir, parce qu'il y a moins de bureaux de vote, c'est par hasard, que dans un quartier blanc. Où ils sont moins protégés aussi, ce qui est arrivé dernièrement, où on brûle les boîtes aux lettres. Oui, bien sûr. C'est arrivé aussi lors de la dernière élection. Moi, ça me surprend aussi parce que ma génération, et je ne suis pas si âgé, mais a grandi dans le rêve américain. Bien sûr, la mienne aussi. Voilà, on a grandi dans le rêve américain, et aujourd'hui, on se demande un peu où il est passé finalement. Alors moi, on se demande, quand on lit le livre, est-ce qu'il a existé ? Ouais, c'est marrant cette question, parce que c'est un rêve. Et un rêve, ce n'est pas vrai. Oui. Et bien, on oublie toujours de le dire. En fait, le rêve a toujours été une projection d'une histoire, d'un mythe fondateur, d'un mythe. Alors attention, ne nous trompons pas. Bien sûr, le rêve américain, tel qu'on avait quand on était gamin, a certainement disparu. Mais pour beaucoup d'Américains, Donald Trump incarne un rêve américain. Le rêve de la réussite économique, le rêve de quelqu'un d'un virilisme.
le rêve d'une nation de pionniers qui se réinvente. Make America Great Again, rendre l'Amérique sa grandeur, c'est une forme de rêve aussi, retrouver le rêve américain. Donc bien sûr, c'est pas le rêve de tous. Le grand problème aujourd'hui, c'est que personne n'arrive à proposer un rêve qui unifie toute la nation. Le rêve a déjà, entre guillemets, fonctionné, puisque ce Make America Great Again, c'est Reagan en 80, arrivé au pouvoir en 81, qui dérégule, qui effectivement fait progresser le PIB américain, qui augmente la fortune générale après Carter. Et la formule, elle vient de là, en fait. Elle vient de là, bien sûr, c'est la répétition. Après, certains experts considèrent que la révolution trumpiste est aussi puissante que la révolution réganienne, d'un point de vue à la fois idéologique et d'un point de vue de sa diffusion dans le monde. Il y avait une différence quand même, à mon avis, majeure. Vous me corrigez parce que vous êtes un expert, moi je suis juste, je suis intéressé par le sujet. Il y avait le grand ennemi, l'URSS à l'époque, qui permettait de cimenter le bloc auquel nous appartenons et appartenions, c'est-à-dire celui de l'OTAN avec les Américains, qui fait que on était tous des alliés et qu'on devait se serrer les coudes contre un ennemi commun, qui aujourd'hui, c'est beaucoup plus flou. Alors il y a un ennemi commun, aux États-Unis très clair, c'est la Chine. La Chine, oui. Mais d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle... c'est pas tout à fait le même Panama, que nous. Voilà, c'est pas le même que nous, c'est pas notre histoire. Donc oui, effectivement, dans la guerre froide, c'était assez simple. Oui. Nous, on avait un ennemi à nos binaire. portes, et eux, ils avaient un ennemi fantasmé, mais qui était un peu chez eux aussi. Donc c'était une réalité partagée. Aujourd'hui, on a une réalité différente. Et d'ailleurs, regardez, le grand paradoxe, c'est que Trump évoque le Groenland, le Canada et Panama en pensant d'abord à la menace chinoise. Mais en faisant cela, il insulte les Européens, avec Musk qui vient parler à l'extrême droite, avec le Groenland arraché à Danemark. Et donc, ce qui est assez atypique, c'est qu'il pourrait nous embarquer dans une espèce d'inquiétude et d'une réaction à la menace chinoise. Et dans une dissolution de l'OTAN, alors que notre parapluie. Alors voilà, sauf que maintenant, effectivement, il ne nous embarque pas là-dedans et il nous promet la dissolution de l'OTAN si on ne met pas les 5%, maintenant c'était 2% avant, 5% de notre richesse dans le pot commun de l'OTAN avec comme objectif numéro 1 que l'argent on le dépense pour acheter des armes américaines. C'est America First, qui est d'ailleurs, on boucle un peu notre histoire, le grand slogan de 1941, on a parlé de Charles Lindbergh. Charles Lindbergh était un des grands animateurs de ce lobby isolationniste pro-fasciste, faut le dire. Qui ne voulait pas que l'Amérique entre en guerre. Ou aux côtés des nazis. Donc c'est 1941, et c'est, très largement isolationniste en fait, en réalité, mais avec des accointances nazies très fortes, et fascistes. Et c'est ce slogan America First qu'a repris Donald Trump aujourd'hui. Bon, on n'est pas sorti du bois, on va voir ce que ça va donner dans les semaines, dans les années qui viennent, et surtout si les Européens vont se réveiller. Ouais, et surtout on va écouter attentivement le discours d'investiture de Trump, qui était déjà très violent en 2016, où il évoquait Drain the Swamp, il faut nettoyer le marécage de Washington. Là, on attend encore pire. Ah ben là, il veut dégager une grosse partie des institutions gouvernementales. Musk est là pour ça, pour dégraisser. 2000 milliards de dollars, c'est un tiers des dépenses fédérales. Il n'y arrivera pas, mais c'est l'annonce. C'est l'esprit. C'est l'annonce et c'est l'esprit. Par excellence. États-Unis, Anatomie d'une démocratie, c'est paru aux arènes, c'est Thomas Snegaroff et Romain Huret à lire. Et à garder aussi, je dis ça pour les étudiants, c'est un manuel. En Sciences Po ou en journalisme, en communication. C'est une excellente manière de replonger dans l'histoire des États-Unis. Merci. Merci beaucoup.